Bonjour. Anthony, vas-y. Ok. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents pour ce troisième rendez-vous sanitaire apicole en Occitanie. Donc aujourd'hui, Karine Saget, qui est vétérinaire dans l'Aveyron et responsable de la section apicole de la GTV Occitanie, va nous présenter le nouveau dispositif qui se déploie dans la région, le dispositif OMAA, pour déclarer les pertes de colonies d'abeilles ou les affaiblissements. Donc, pour rappel, merci de fermer vos micros pendant toute la durée de l'exposé et vous pouvez poser des questions là dans l'onglet dans la fenêtre de discussion en bas de l'écran de la fenêtre Zoom et il y aura un temps d'échange prévu à la fin pour y répondre. Voilà, donc je te laisse la parole, Karine, Alors, de l'exposé à tout le monde. donc on va partager l'écran. Hop. Et j'ai ça qui apparaît en haut. Ça, c'est chiant. Alors, diaporama. Là, vous le voyez bien? Impeccable. Bon, super. Donc, pour certains, il y aura sûrement peut-être des redites parce que certains ont déjà assisté à certaines réunions organisées par la DGAL ou par d'autres structures, en fait. Et donc, j'ai repris quand même au niveau de ma présentation certaines données que nous ont fournies, en fait, la DGAL. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui donc l'OMAA, qui va se déployer donc en Occitanie. Donc, l'OMAA, c'est l'Observatoire des mortalités et des affaiblissements de l'abeille mellifère. Donc, il faudrait presque rajouter un M. C'est OMAA-AM, en fait, pour mellifère. Donc, je vais vous présenter un petit peu le dispositif, comment on va le mettre en place en fait en région Occitanie. Et tout d'abord, une présentation un petit peu plus générale en fait du dispositif de l'OMAA. Alors, hop. Donc, le contexte, en fait, la genèse du projet, en fait, c'était qu'il y avait un contexte d'épidémiosurveillance événementielle apicole, donc en 2013. Donc, il y avait certains points qui étaient gérés par l'État, hein. Donc, tout ce qui était dispositif de surveillance de dangers sanitaires réglementés de première catégorie. Donc, là-dedans, on retrouve Tropila elaps, on retrouve Athena tumida, et puis on retrouve la loque américaine. Et puis, un dispositif également géré par l'État qui était le dispositif donc, de surveillance des mortalités massives aiguës, donc ce qu'on appelle MMA. Donc, tout ça, c'était géré en fait par l'État et financé par l'État. Et tout le reste, en fait, on avait peu de visibilité et ce n'était pas géré par l'État, donc il n'y avait pas de visite prise en charge ni d'analyse prise en charge en fait par l'État. Et ça a amené du coup à ce dispositif de l'OMAA. Donc, le dispositif, en fait, donc certains points du coup qui n'étaient pas gérés par l'État, on avait un repérage très tardif en fait des problématiques qu'on pouvait retrouver dans le cheptel apicole en fait. Et puis, on avait des données qui n'étaient pas du tout harmonisées au niveau des recueils, des commémoratifs, etc. D'où ce dispositif en fait qui a été mis en place déjà dans trois régions au début. Donc, c'était en fait le souhait de faciliter en fait les déclarations avec une mise en place en fait d'un numéro unique et puis de consolider en fait cette expertise de déclaration et de visite de ruche, d'avoir une harmonisation également dans tout ce qui est déclaration pour essayer d'objectiver et puis d'avoir le maximum de données pour essayer de comprendre un petit peu plus les mortalités et les affaiblissements de l'abeille dans le cheptel en fait apicole français. Donc, il y a eu une décision donc, en 2013-2014 de mettre en place donc, un nouveau système de recensement des mortalités et des affaiblissements des colonies d'abeilles à l'échelle nationale. Et c'est ce qu'on appelle donc l'OMAA, Observatoire des mortalités et des affaiblissements de l'abeille. Donc, en fait, il y a plusieurs ambitions dans ce dispositif. Il y a une ambition déjà
individuelle, puisqu'il est de recenser en fait les événements, donc ça va être une ambition d'ordre événementiel, hein, recenser les événements de santé qui sont observés dans les ruchers. Donc, ça va être aussi de répondre à l'apiculteur, à ses problématiques, essayer de comprendre en fait ce qui se passe dans son cheptel, d'orienter, pardon, excusez-moi, j'ai envie de mettre en sourdine, d'orienter les déclarations vers les réseaux d'investigation qui sont du coup adaptés. Donc ça, on va y revenir après. De favoriser également l'investigation des événements de santé qui sont constatés, et puis de contribuer du coup à la mise en place donc d'un maillage sanitaire opérationnel. Et on se rend bien compte dans les régions dans lesquelles OMA est déjà mis en place que ce maillage sanitaire, il commence à être bien plus structuré, et puis il y a une concordance en fait de tous les acteurs du sanitaire qui travaillent ensemble dans un objectif de répondre à ce projet de l'OMA. Donc, on a aussi bien des vétérinaires qui font partie donc, du maillage sanitaire que des techniciens sanitaires apicoles, et qui vont partager leur savoir un petit peu, et puis qui vont intervenir en binôme dans les élevages. Ce maillage, en fait, est consolidé. On s'aperçoit que dans les régions dans lesquelles OMA est maintenant mise en place depuis quelques années, que ce maillage vraiment se concrétise, et qu'on a vraiment une coordination en fait, des acteurs du sanitaire. Ça va permettre également de collecter des données sanitaires, donc d'en faire une analyse, d'essayer de comprendre un petit peu les enjeux et les problématiques en fait, des apiculteurs, et de caractériser un peu l'état de santé. On va se rendre compte que, par exemple, on aura certaines souches qui seront plus sujettes, par exemple, au CVPV. Enfin, bon, ça va permettre d'avoir une analyse un petit peu plus concrète, quoi, hein. Et puis d'émettre également des alertes, parce qu'on peut avoir des problématiques d'ordre régional, très localisées, par exemple. Et donc, on va pouvoir émettre des alertes auprès des apiculteurs recensés localement, en fait. Par exemple, s'il y a des problématiques recensées de famine, et ben, avec les partenaires, on va émettre des alertes auprès des apiculteurs concernés en disant attention, problématique de famine dans votre secteur, allez voir vos colonies. Donc, ça permet aussi d'alerter un petit peu sur des problématiques localisées. Et puis, ça va permettre également de contribuer donc à la compréhension des problématiques de l'affaiblissement et des mortalités. Et avec ce dispositif, on va pouvoir mettre en œuvre aussi des analyses qui vont répondre à certaines problématiques qu'on n'avait pas forcément identifiées, en fait. Donc, si on reprend un peu le schéma de l'OMA dans sa globalité, donc l'apiculteur fait un constat d'un événement sur son rucher. Alors, ça peut être l'apiculteur qui fait un constat, ça peut être un TSA qui fait un constat et qui va appeler l'OMA, ça peut être aussi un vétérinaire qui va voir des colonies et qui fait un constat et qui peut également appeler l'OMA. Donc, il appelle ce numéro de téléphone unique que je vais vous donner par la suite, qui est normalement, on a essayé facile à retenir. Donc, il appelle à ce numéro de téléphone unique et il fait sa déclaration de problématique sur son rucher. Donc, il appelle au guichet unique régional. On a donc un vétérinaire qui va répondre à cet appel. Donc, normalement, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et puis, ce vétérinaire répartiteur donc, va faire cette déclaration en ligne. Donc déjà, on aura des données issues de cette déclaration. Ensuite, il va orienter en fait, l'apiculteur en fonction de sa problématique. Donc, soit il va comprendre assez rapidement qu'il s'agit d'une maladie réglementée. Et donc, par exemple, l'apiculteur avait un ticoléoptère. Donc là, ça va être plutôt voilà, maladie réglementée, donc de la responsabilité de l'État. Donc, il va orienter l'apiculteur vers une DDPP qui va mandater un vétérinaire. Voilà. Ensuite, on peut avoir une orientation vers des mortalités massives aiguës.
Et dans ce cas, c'est la DRAF qui est en charge des mortalités massives aiguës et qui va missionner un vétérinaire. Et pour tous les autres troubles, est mise en place, et c'est ça la nouveauté en fait du dispositif, est mise en place des visites d'investigation autres troubles qui avant n'étaient pas concernés et n'avaient pas de visite en fait prise en charge par l'État. Donc tout ça va permettre d'avoir des données aussi et puis de répondre aux problématiques de l'apiculteur et de déclencher des alertes en cas d'événements de santé qui sont donc groupés. Donc, toujours sur le dispositif de surveillance, donc, on a un dispositif qui est, comme on l'a dit, de responsabilité de l'État et d'envergure nationale, donc tout ce qui est maladies réglementées, donc Tropila-Elaps, Athena tumida et encore la loque américaine pour le moment qui va certainement évoluer dans une autre voie. Donc là, on a une investigation dans le cadre de la police sanitaire par un vétérinaire mandaté. Et ensuite, on a un dispositif donc, de surveillance mortalité massive, comme on l'a vu. Et donc, on aura à ce moment-là une investigation des ruchers et des enquêtes environnementales, si cela donc, est possible et nécessaire. Donc, dans ce cas-là de mortalité massive, c'est vrai qu'il faut agir très vite, il faut faire des prélèvements très vite parce que tout ce qui est toxique, c'est souvent très difficile à retrouver en fait dans les abeilles ou dans les matrices apicoles, etc., parce qu'on a une dégradation très rapide en fait, des molécules. Donc, il faut intervenir très vite. Et puis, donc, on a ce dispositif qui est mis en place, donc le dispositif autres troubles, avec du coup des visites d'investigation, donc en binôme avec un vétérinaire et un TSA qui est conventionné, et du coup avec des visites et des analyses possibles auprès des laboratoires, donc bien sûr sous éligibilité de certaines mesures en fait. Donc dans ce cas, l'apiculteur aura le droit à des analyses de laboratoire qui seront donc subventionnées par l'État, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Donc, du coup, au niveau de la prise en charge, donc là, j'ai repris aussi le tableau de la DGL pour bien montrer qu'en fait, les prises en charge, du coup, sont subventionnées par l'État. Donc, tout ce qui était donc, investigation sur le rucher, avec la voie autre trouble de l'OMA, on aura une prise en charge donc, par l'État dans la limite donc, de 1 à 3 visites par an en fonction du nombre de colonies. C'est-à-dire que si l'apiculteur a une colonie, il peut déjà prétendre à une visite de l'OMA. Si l'apiculteur a entre 1 et 50 colonies, il a le droit à une visite par an. S'il est entre 50 et 200, il a le droit à 2 visites par an. Et au-delà de 200 colonies, il a le droit à 3 visites par an. Voilà. Il y a certaines visites aussi qui peuvent être prises en charge. Par exemple, quand il y a des problématiques très importantes, notamment de mortalité hivernale, il y a des visites de mise en hivernage, par exemple, l'année suivante, qui peuvent éventuellement être prises en charge. Donc, au niveau enquête environnementale, bon, ça, c'était déjà pris en charge dans tout ce qui était mortalité massive aiguë. Et puis, les analyses pathologiques, donc dans les mortalité massive aiguë, c'est déjà pris en charge. Et dans les autres troubles, donc tout ce qui est analyse pathologique et analyse toxicologique aussi, peuvent être prises en charge selon une démarche harmonisée, en fait, une démarche syndromique, et puis forcément sous réserve d'éligibilité, c'est-à-dire qu'il faut avoir quand même un cadre, en fait, qui est donné, en fait, dans ce cas. Donc, si l'apiculteur respecte ce cadre, en fait, des analyses pourront être prises en charge. Et puis, si jamais il y a un petit dérapage du cadre, en fait, et si on s'aperçoit que c'est un cas qui est vraiment d'intérêt, possiblement, des analyses également peuvent être prises en charge. Et puis, il y a un compte-rendu également à l'apiculteur qui est pris en charge. Donc, le déploiement a déjà eu lieu dans 3 régions, Pays de Loire, Bretagne et puis la région Haut-Rhin, donc depuis 2017. Et puis, donc, du coup, ça a permis aussi de faire évoluer ce dispositif et de l'améliorer, en fait, au fur et à mesure.
Donc, il y a eu un déploiement progressif sur le territoire. Du coup, donc là, j'ai remis juste quelques données en fait des autres régions, hein. Donc, depuis le début de l'OMAA, donc entre 2017 et 2022, dans les 3 régions, eh ben, il y a eu plus de 2500 en fait, déclarations qui ont été faites. Et sur la droite, vous avez l'évolution du nombre annuel de déclarations à l'OMAA par région également. Donc, avec peut-être une petite diminution dans un premier temps, parce qu'au début, c'était tout nouveau. Donc, il y avait peut-être une émulation en fait, à ce dispositif. Et puis après, en fait, ça se stabilise. Il y a eu entre-temps le Covid aussi, donc, qui a empêché sûrement quelques investigations aussi, et puis qui a un peu empêché les déclarations. Et puis après, voilà, ça se stabilise au bout de quelques années, de 2-3 années, voilà, on a une marche un petit peu de croisière. Donc ça va dépendre aussi beaucoup de la communication en fait, qu'on va faire sur ce dispositif, pour que tout le monde soit au courant de cette possibilité de déclarer. Donc, au niveau des déclarations, en fait, plus de 2500 déclarations de troubles constatés entre 2017 et 2021. Et donc, ces déclarations sont faites pour 80% par l'apiculteur lui-même, mais ça peut être aussi par un vétérinaire, par un TSA, notamment, par exemple, lors d'une visite PSE, par un agent de l'ADA qui s'aperçoit qu'il y a une grosse problématique aussi dans un rucher. Lui-même peut faire la démarche d'appeler l'OMA et de faire une déclaration, parce que toutes ces données sont vraiment importantes à recueillir. Et puis, ça peut être des agents de la DDPP, des agents des GDS, etc. Voilà. Au niveau du profil des apiculteurs qui ont contacté l'OMA, ben, on s'aperçoit qu'il y a quand même 85% des apiculteurs qui sont des producteurs familiaux, qui ont entre 1 et 50 colonies. Et puis ensuite, on a de l'ordre de 7% en fait, d'apiculteurs plus réactifs entre 50 et 150 colonies. Et puis 8,7% d'apiculteurs qui sont professionnels. Donc ça, tout ça, c'est des données de la DGAL, hein. Donc, au niveau du nombre mensuel de troubles constatés, donc les déclarations ont lieu principalement au printemps, hein. Donc, c'est vrai que cette année, nous, on commence tard le dispositif de l'OMAA, mais parce que le calendrier était comme ça. Voilà, et il faut le temps que ça se mette en place, hein. C'est assez lourd à gérer, parce qu'il faut que tout le monde se coordonne quand même. Donc, nous, on va commencer un petit peu plus tard, mais après, ça va se mettre en place. Donc, logiquement, voilà, les déclarations les plus importantes sont faites en début de saison, hein, donc fin hiver, début de printemps jusqu'en juin. Et après, il y en a un petit peu moins donc en pleine saison, mais bon, il y en a encore. Il faut répondre donc aux demandes des apiculteurs. Et au niveau donc, des déclarations, donc 80% quasiment sont passés en autres troubles. On a eu après 10% à peu près de mortalité massive aiguë et 10% de maladies réglementées. Et ensuite, au niveau donc, des autres troubles qui ont été donc, listés un petit peu, donc là, c'était en Bretagne et Pays de Loire de 2017 à 2021. Donc, on retrouve des mortalités, des anomalies du couvain pour 19%, des anomalies du développement de la colonie également pour 19%, des comportements des abeilles adultes anormaux pour 8%, des problématiques de famine. Donc ça, c'est au niveau de tout ce qui est déclaration. Voilà. Donc après, voilà, ça permet d'avoir un schéma de tout ce qui est, puis voilà, des données de tout ce qui est donc déclaré et qui peuvent être du coup après exploités et mis en valeur. Et puis, donc, on a à peu près, par rapport au nombre de déclarations, il y avait à peu près 40%, enfin 35 à 40% qui ont fait l'objet en fait, d'une investigation. Donc là, ensuite, on va rentrer plus dans le vif du sujet de la région. Donc, la région Occitanie, donc c'est une grande région, donc 13 départements, comme vous le savez. Donc, je vous ai remis le nombre de kilomètres carrés, qui est quand même très important.
et c'est la troisième plus vaste région de France, mais c'est la première région apicole de France, avec 9% de la production apicole française, et c'est également la première région française productrice de miel biologique. Donc là, vous retrouvez ici sur les données qui nous ont été transmises, donc des déclarations de 2022 en Occitanie, le nombre de déclarants en fonction des départements et donc le nombre de colonies déclarées. Donc on est à peu près à 308 000 presque colonies déclarées en Occitanie en 2022. Donc là, c'est une carte de répartition un petit peu des apiculteurs, en fait. Donc là, dans le 31, on a eu beaucoup d'apiculteurs, hein, plus de 1000 apiculteurs. Plus c'est foncé, en fait, plus on a d'apiculteurs. Et puis, certaines régions sont un petit peu moins denses en apiculture. Et donc, au niveau des ruches et des détenteurs de colonies, eh ben, on s'aperçoit que en fait, la moitié quasiment des colonies sont détenues en fait, par des apiculteurs professionnels. Donc, on a là 430 apiculteurs professionnels de plus de 200 colonies qui, à eux seuls, en fait, détiennent 185 000 colonies. Ensuite, on a ici des apiculteurs qui ont entre 50 et 200 colonies, donc ils sont environ 600, et à eux seuls, ils détiennent 62 200 colonies. Et enfin, les apiculteurs amateurs qui ont moins de 50 colonies, donc eux, ils sont très nombreux, puisqu'ils sont plus de 6 000 apiculteurs amateurs, et ils détiennent par contre simplement 60 000 colonies sur toute la région. Donc, ces estimations, en fait, ça a permis aussi de faire des estimations en fait, du nombre de déclarations qu'on suppose qu'on aura dans la région Occitanie. Et après, ça va dépendre en fait, de chacun, de comment les apiculteurs prennent ce dispositif en main et puis vont faire eux-mêmes les déclarations. Et puis, ça ne tient pas compte également que là, au jour d'aujourd'hui, donc le dispositif a aussi un petit peu évolué et les apiculteurs donc, professionnels auront le droit à plus de visites que précédemment. Ici, on a la répartition des déclarants donc, en Occitanie. Donc, on s'aperçoit bien que les apiculteurs professionnels détiennent plus de 60% de toutes les colonies de l'Occitanie. On le voit ici en gris. Et puis, donc, les apiculteurs de moins de 50 colonies ou entre 50 et 200 colonies détiennent l'autre partie donc, des colonies de la région Occitanie. Donc, au niveau du maillage qui est pour l'instant mis en place, mais qui peut tout à fait évoluer en fait, dans le temps, parce que d'autres vétérinaires peuvent s'intégrer au dispositif par la suite, d'autres TSA pourront s'intégrer au dispositif par la suite s'ils le souhaitent. Voilà, pour l'instant, on a fait une sorte de carte du maillage sanitaire qu'on a de présent donc, en Occitanie. Donc ici, on retrouve les vétérinaires, donc les vétérinaires titulaires du DE, donc du doctorat d'apiculture, et puis d'autres vétérinaires qui ont des compétences reconnues également en apiculture et qui pourront intervenir également lors des investigations. Voilà. Donc, on s'aperçoit qu'il y a effectivement quelques trous dans la raquette, mais on va réussir à s'en sortir avec ce maillage et puis avec également les techniciens sanitaires apicoles qui sont présents un petit peu partout et notamment les endroits également où les vétérinaires sont un petit peu moins présents sur le maillage. Donc ici, on retrouve également donc, les TSA, donc des TSA des GDS et des TSA donc, de l'ADA. Alors, il y en a qui sont plus ou moins disponibles. C'est pour ça que j'avais mis 2 couleurs en fait, sur cette carte, en fait, puisqu'il y en a qui travaillent aussi à l'extérieur
et qui ne pourront pas se rendre disponibles tout le temps. Mais l'intérêt, c'est d'avoir ce maillage et d'essayer donc de répondre et d'aller en binôme sur les différentes visites d'investigation. Donc, je vous donne ce fameux numéro de téléphone qui, pour l'instant, donc on n'a pas… il va être ouvert à partir du 17 mai, puisque toutes les formations des vétérinaires n'ont pas été finies. Donc, les dernières formations seront faites le 16 mai et de suite après, donc, on ouvre ce guichet unique sur lequel donc, les apiculteurs donc, pourront appeler et tomberont directement en fait sur le vétérinaire répartiteur qui orientera en fait l'apiculteur vers les différents dispositifs comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc, ça a mis du temps, mais ça y est, on a ce fameux flyer et cette affiche que pour l'instant, on a simplement en format PDF. Donc, on l'a eu juste cette semaine parce que ça fait partie, c'est pareil, il faut que ça soit harmonisé dans les différentes régions. Donc, c'est souvent un petit peu long, hein. Donc, c'est la DGAL, en fait, qui choisit cette affiche. Nous, voilà, on donne les logos de tous les partenaires et puis le numéro de téléphone. Donc, le 05 31 60 91 91. Donc, retenez bien ce numéro de téléphone. Voilà, 60 plus 31, ça fait 91. C'est pour ça que c'est logiquement assez facile donc, à retenir. Donc, en appelant ce numéro, on tombe directement sur un vétérinaire répartiteur. Donc, normalement, ce numéro est accessible donc 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors, bon, c'est sûr qu'on espère bien que les apiculteurs ne vont pas appeler ce numéro à minuit, mais tout le monde est responsable et je pense que ça se passera pour le mieux. Donc, l'appel est pris en charge systématiquement. Et ensuite, donc, il y a une déclaration qui est faite, donc, quel que soit le nombre de ruches. Alors, il ne faut pas s'offusquer au niveau des déclarations. Il y a toute une… C'est comme c'est harmonisé, si vous voulez, eh bien, il y a toute une démarche de déclaration et des questions qu'on est amené à poser. Et il faut être le plus clairvoyant possible sur les réponses pour essayer de trouver des solutions et puis d'avoir le maximum de données correctes et cohérentes par rapport à la problématique qu'il y a dans le rucher. Donc, cette déclaration est saisie en ligne selon un modèle donc, national et avec une standardisation en fait, de l'enregistrement, parce que c'est vrai que quand on a plein de données différentes, qu'on n'a pas du tout d'harmonisation, c'est très, très compliqué de tout remettre ensemble et puis d'avoir des liens qui se créent entre les différentes maladies et les problématiques. Alors que là, le fait d'avoir des données harmonisées, on va pouvoir comprendre beaucoup plus les problématiques parce qu'il y a des liens qui vont se faire. On va se dire, ah bah oui, effectivement, là, il y a une problématique de CBPV, mais à chaque fois, on trouve cette problématique quand il y a eu, par exemple, des achats de rennes à certains endroits. Donc, ça va permettre de mettre en relation en fait, les problématiques et d'avoir vraiment une démarche qui permet d'avancer en fait, sur l'état sanitaire et la problématique sanitaire individuelle aussi et collective de chacun. Donc après, en fonction de cette déclaration, donc comme je vous l'ai dit, il y en a plusieurs dispositifs. Soit l'apiculteur va être orienté vers le dispositif donc, de mortalité massive aiguë, voilà. Soit il va être orienté vers le dispositif en fait de DS1, hein, donc Tropila elaps, pour l'instant encore loque américaine et puis Athena tumida. Soit il va être orienté donc vers le fonctionnement de l'investigation et donc des autres troubles. Et donc à ce moment-là, le vétérinaire répartiteur va
transmettre au vétérinaire investigateur le plus proche du rucher la problématique et savoir s'il est en capacité de se rendre chez l'apiculteur dans un délai assez court. Ce vétérinaire, donc investigateur, va appeler le TSA aussi, qui est localement le plus proche. Donc, c'est au vétérinaire investigateur d'appeler le TSA et que eux interviennent en binôme. Et donc, on va aller sur le terrain, recueillir des données épidémiologiques. Alors, c'est pareil, je tiens à préciser auprès des apiculteurs qu'il y a des fiches syndromiques qui sont faites pour essayer d'avoir aussi une harmonisation le plus importante possible, en fait, et une démarche diagnostique homogène, en fait, hein, par rapport à ce qui se passe, qu'on n'ait pas tous des choses un peu différentes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est des robots, hein, loin de là, mais il y a certaines questions qu'on sera quand même obligé d'aborder. C'est dans la logique, en fait, de la démarche syndromique. Et ces questions amènent aussi à l'éligibilité de certaines analyses. Donc, il ne faut pas, voilà, c'est dans la logique des choses. Toutes les visites d'investigation ensuite seront pareil, enregistrées dans une base de données. Et puis, donc, il y aura un compte rendu qui sera systématiquement donc, remis à l'apiculteur. Et donc, on pourra réaliser des prélèvements au besoin donc, dans le cadre de la démarche diagnostique. Donc, dans le cadre de la démarche diagnostique, ça peut être des prélèvements qui font lien avec des sites de pathologie, hein, donc des recherches de virus, des recherches de bactéries, etc. Et ça peut être également des recherches toxicologiques. Même si on n'est pas ici dans une mortalité massive aiguë, on a des fois des problèmes toxicologiques qu'on peut analyser en fait dans les prélèvements. Donc, c'est pas rien parce qu'on sait que les analyses toxicologiques coûtent extrêmement cher. Hein. Si jamais c'est l'apiculteur qui le demande, ça va le freiner en fait pour faire certaines analyses. Alors que là, dans cette démarche, en fait, si on respecte bien cette démarche diagnostique, ça rendra éligible ces analyses. Et donc, c'est plutôt, je dirais, de super augure pour l'apiculteur, pour des réponses en fait à lui donner par rapport à sa problématique et puis des réponses aussi à donner par rapport à la problématique plus collective. Après, au niveau de la diffusion de l'information en région, donc on voulait s'inspirer un petit peu de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui émet en fait des bulletins mensuels grâce aussi aux partenaires, donc ADA, FRGDS, DRAF. Et donc, il va permettre d'émettre, en fait, de donner un petit peu les données que nous sont rendues tous les mois, en fait, et d'avoir un bulletin, en fait, de santé, en fait, et de l'observatoire qu'on va pouvoir divulguer. Comme ça, tous les partenaires, les apiculteurs, tout le monde sera au courant des données qu'on aura eues. Et c'est plutôt intéressant, voilà, de faire bénéficier tout le monde des données, donc je pense que c'est vraiment utile. Ça peut être aussi des cartes en fait, de surveillance. Alors, ça peut être des cartes de zone de protection de surveillance de l'OC, par exemple. Ça peut être aussi des diffusions en fait, sur des sites partenaires. Et puis, c'est la valorisation des données de l'OMAA donc dans le cadre de rencontres sanitaires, dans le cadre d'AG, des GDS, des ADA, etc. Donc, d'avoir une vision globale et de donner ces perspectives et puis ces résultats en fait aux apiculteurs. Et puis, pareil, s'inspirer également des autres régions comme par exemple en Pays de Loire, avec notamment la diffusion d'alertes. Alors, ils avaient fait notamment une alerte sur le frelon asiatique. Donc, il y avait eu vraiment une forte prédation dans certains endroits en fait
dans des ruchers assez localisés en Pays de Loire. Et donc, ils ont émis donc, une alerte par rapport à ce frelon donc, auprès des apiculteurs qui étaient concernés. Il y a eu également des alertes famine quand c'est effectivement localisé, quand il y a des grosses périodes de pluie, quand il y a, enfin voilà. Et puis des alertes, il y a eu notamment une alerte cire. Alors je ne sais plus si c'était en Pays de Loire ou si c'était en Bretagne, mais après donc une visite d'investigation. Donc le vétérinaire et le TSA donc, avaient réussi à mettre en évidence une problématique de cire en fait, puisque il y avait des problématiques de ponte sur certains cadres et notamment sur les cadres qui avaient été gaufrés dernièrement avec une cire qui avait été achetée dernièrement. Donc, dans une même colonie, par exemple, eh ben, vous aviez un cadre qui était très bien bâti et puis très bien pondu avec un couvain qui était très beau. Et dans cette même colonie, vous aviez un cadre neuf avec de la cire neuve, en fait. Et là, des problématiques de ponte, un couvain qui était pas beau, etc. Et donc, ils ont fait du coup des analyses de cire, hein, et ils ont mis en évidence une problématique de toxicité et puis de cire un petit peu frauduleuse. Et donc, ils ont fait une alerte donc, auprès des apiculteurs et des GDS également. Les GDS ont été informés et donc ont pu modifier un petit peu et aller revoir leur cirier et puis voir avec lui les problématiques qu'il y avait. Et donc, ils ont pu intervenir aussi bien donc dans la durée, hein, puisque derrière, forcément, ils sont beaucoup plus vigilants sur cette problématique. Et donc, il y a eu un effet qui était très, très bénéfique pour les apiculteurs en suivant. Donc, j'arrive du coup à la conclusion que vraiment les apiculteurs sont au centre du dispositif, hein. C'est clair que sans les déclarations, ça ne pourra pas être mis en œuvre, cette OMAA. Donc, ce dispositif, il répond aussi bien donc individuellement aux troubles de santé qui sont rencontrés dans les cheptels de chacun, mais il a pour objectif aussi une réponse collective par l'épidémiosurveillance et puis du coup par toutes ces données qui vont être récoltées et sur lesquelles on va pouvoir analyser beaucoup plus de choses et ce qui est vraiment très important. On s'est rendu compte, par exemple, que certains endroits, eh ben, on avait possiblement des varrois qui étaient plus résistants que d'autres aux acaricides. Donc, on a une réponse aussi au niveau de l'épidémiosurveillance collective et ça, c'est vraiment important pour voilà, l'état sanitaire du cheptel apicole. Donc voilà, on remercie voilà, beaucoup tous les partenaires, hein, donc l'ADA Occitanie et le FRGDS qui sont vraiment partenaires et voilà, qui vont nous aider, je pense, sur tout ce qui est communication et puis bien sûr les TSA avec qui on va travailler donc en binôme dans tout ce qui est investigation. Voilà. Et après, voilà, libre à vous de poser plein de questions si vous souhaitez. On essaiera d'y répondre. Merci Karine, c'était très clair. Du coup, il n'y a pas beaucoup de questions, mais il y en a quand même une donc, dans le chat. Savoir s'il y aura des enquêtes croisées avec les pratiques agricoles notamment, donc en fonction des déclarations, des problématiques plus liées aux intoxications a priori. Et sinon, une question plus pratique, est-ce que la déclaration doit être faite en fonction du lieu d'installation de l'apiculteur ou des ruches? Donc, cette personne... Alors, la déclaration... Alors, attends, hop, ça j'arrête. La déclaration, normalement, sur la déclaration, on met le point GPS en fait, du rucher. Donc, c'est effectivement lié au rucher. Voilà. Après, par contre, il nous faut effectivement le numéro de déclaration de l'apiculteur. Voilà, donc ça, il faut que l'apiculteur, logiquement, soit déclaré. Et après, s'il n'est pas déclaré, ben, on l'incite fortement à se déclarer lorsqu'on fait la déclaration. Voilà.
enfin, lorsqu'il déclare sa problématique de santé. Parce que c'est vrai que certains sont novices et n'ont pas forcément eu l'idée de se déclarer. Donc, rien n'empêche de le faire au moment où il a sa problématique sanitaire. Et on peut le faire en ligne directement sur le site. Donc, logiquement, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Et c'est plus logique que ça soit par rapport au rucher, puisque si jamais on a une problématique qui est localisée, bah, c'est logique que ça soit par rapport au rucher. Voilà. On peut avoir d'ailleurs plusieurs déclarations par rapport à différents ruchers, en fait. Et dans ce cas, ça fait office d'une déclaration à chaque fois par rucher, en fait. Ça ne sera pas la même déclaration. Moi, si je peux demander quelques petites choses, quelques petites précisions, notamment, ce qui m'interroge, c'est sur Retina tumida. On ne va pas attendre d'avoir des mortalités ou des affaiblissements constatés. Est-ce qu'on peut passer par ce dispositif si on a des suspicions au sein de nos ruches de petits coléoptères qui sont, ou je Alors, dirais de oui, larves? il n'y a pas de souci, on peut passer par ce dispositif, mais dans ce cas, le vétérinaire répartiteur, si l'apiculteur lui dit ben, j'ai des larves bizarres et un petit coléoptère, il va de suite émettre une hypothèse de DS1, en fait, et envoyer vers le dispositif DS1. Et dans ce cas, il y aura effectivement un vétérinaire mandaté, mais ça ne sera plus du dispositif de l'OMAA. La déclaration fait partie de l'OMAA, mais ensuite pas l'investigation. Ce n'est pas la même prise en charge en fait par l'État. C'est pour ça que ça fait deux choses différentes après. Oui, alors en fait, ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'on envoie les apiculteurs sur ce numéro, sachant que ça risque d'encombrer ce numéro au final, ou est-ce que ça a été discuté, ça, par exemple? Alors, ça a été discuté justement parce que en fait, c'est un pont qui est entre les différentes, entre la DRAF, les DPP, voilà. Et c'est vrai qu'on peut très bien envoyer vers l'OMAA. Et par exemple, admettons que ça soit, je ne sais pas moi, un vendredi soir, un samedi matin. Voilà, ben, les dispositifs DRAF ou des DPP ne sont pas forcément ouverts en permanence, ou ça ne va pas être facile de les contacter. Donc, logiquement, on va faire une convention effectivement avec la DRAF pour pouvoir intervenir très rapidement sur le rucher. C'est valable aussi pour les mortalités massives aiguës, en fait, pour pouvoir aller faire des prélèvements très rapides, en fait, au niveau du rucher et pas attendre d'être mandaté ou d'être missionné, en fait. Ça, c'est pas grave, on le fera le lundi, en fait. Voilà, on avertit quand même, nous, la DRAF ou les DPP concernant ce point-là, mais on est amené à intervenir rapidement sur le rucher, donc effectivement par le biais de l'OMAA, mais ça sortira quand même du cadre au niveau du règlement, puisque ça passera quand même par les DPP ou par la DRAF après. D'accord? Enfin, tu as compris? Voilà. OK. Mais effectivement, il y a un conventionnement qui va être fait pour pouvoir agir plus vite. Parce que c'est vrai que quand on est dans ces problématiques-là, du vendredi soir ou du samedi, et qu'on n'a personne au bout du fil de la DDPP, bah, ça permet d'intervenir beaucoup plus vite. Et on sait notamment au niveau toxico aussi que c'est hyper important d'avoir des analyses très rapides parce que, voilà, comme on disait, le produit, il est très vite métabolisé, en fait, et il est très détruit, en fait. Et donc, on ne le retrouve pas forcément si on fait les prélèvements 5-6 jours plus tard, en fait. Et donc, c'est un vrai problème. Donc là, ce dispositif va permettre aussi d'agir beaucoup plus vite et d'avoir ces ponts, en fait, qui sont plus faciles entre les DPP, la DRAF et puis donc les GTV. OK. Il y a une question d'un nouveau TSA, Monsieur Escande. Donc, par quel biais et comment seront sollicités les vétérinaires et les TSA? Par quel biais? Ben, le biais, déjà, c'est la déclaration. Sur la déclaration, c'est forcément le vétérinaire répartiteur qui répond au téléphone. Donc, c'est un vétérinaire répartiteur.
Et après, ce vétérinaire répartiteur, donc, il va orienter, donc, notamment vers les autres troubles. Et à ce moment-là, il va appeler un vétérinaire investigateur. Donc, avec les cartes que je vous ai mis sur le PowerPoint, en fait, le vétérinaire répartiteur aura accès aux cartes qui sont en fait interactives. Et donc, il pourra voir quel vétérinaire investigateur le plus proche peut intervenir. Et le vétérinaire investigateur a, lui, de contacter le TSA le plus proche, pareil, avec les cartes. Le vétérinaire investigateur a aussi les cartes donc, comme outil, en fait, pour pouvoir coordonner tout ça. Et donc, va appeler le TSA disponible. Si lui n'est pas disponible, il va en appeler un autre. Voilà, après, à charge au vétérinaire investigateur de contacter le technicien sanitaire apicole. Voilà. Et après, donc, il faut que le technicien sanitaire apicole conventionne avec le vétérinaire investigateur avec qui il va aller investiguer lors de la visite. Je ne sais pas si c'est clair. Je pense. Si la personne veut prendre la parole éventuellement, si C'était c'est pas Daniel. clair. Voilà, si c'est pas clair ou… Après, c'est pareil. Oui, pardon, Karine. Oui, donc, ça signifie Bonjour. que chaque fois qu'un vétérinaire va appeler un TSA, il faudra nécessairement qu'il y ait un conventionnement entre ce vétérinaire et le TSA. Oui, tout à fait. Ça, c'est obligatoire, en fait. De toute façon, Ça veut dire qu'un TSA qui est sollicité par 3 vétérinaires doit être conventionné avec ces 3 vétérinaires. Tout à fait. Donc, en fait, le TSA, de toute façon, va conventionner avec les GTV, parce que c'est les GTV, en fait, d'un point de vue financier, qui vont rémunérer le TSA. D'accord? Donc, il y a un conventionnement avec les GTV pour tout ce qui est partie financière, en fait. D'accord? Et puis, par contre, il y a un conventionnement avec chaque vétérinaire avec lequel tu vas intervenir, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est des conventions qui peuvent être faites au dernier moment, le conventionnement avec le vétérinaire. Mais tu peux conventionner avec plusieurs vétérinaires. Il n'y a aucun problème là-dessus. Une convention signée le jour de l'intervention, ça va être compliqué quand même, je pense. Eh bien, ça peut se faire. C'est ce qui se fait dans les autres régions, des fois. Voilà. Merci. Après, oui, si certains TSA ont des questions vraiment importantes du point de vue convention, etc., n'hésitez pas à m'appeler parce que je suis la référente donc, pour l'Occitanie. Voilà, si vous avez des questions, parce que je pense que tu n'étais pas aux formations aux outils de l'OMA. Et non, je ne suis pas ni à Toulouse ni à Montpellier. Voilà, donc ce n'est pas un souci, mais en fait, voilà, il y a sûrement des réponses que tu n'as pas. Effectivement, là-dessus, des points d'interrogation. Donc, n'hésite pas à revenir vers moi. Et puis, sinon, sur le site GTV Occitanie, donc, alors, attends, c'est… aide-moi, Virginie. gtvoccitanie.fr. Voilà, gtvoccitanie.fr. Vous pouvez retrouver les diaporamas qui ont eu lieu lors des formations aux outils de l'OMAA, donc à Montpellier et à Toulouse. Donc, vous pouvez retrouver plein d'infos sur le site des GTV. Et il faut aller dans OMAA, voilà, tout simplement. Merci. Donc là, vous pouvez retrouver plein de points qui ont été abordés donc, aux formations à Toulouse et à Montpellier concernant voilà, tout ça, toutes les… voilà, donc vous retrouverez les diaporamas et puis voilà. Oui, je vous enverrai le lien. Voilà, j'ai la main dessus. OK. Il y avait une question concernant… donc, ces mesures concernent autant les pros que les applis de loisirs. J'imagine ces mesures, il s'agit de… À partir d'une colonie, on peut déclarer un problème de santé sur ces colonies. Et comme je l'ai dit, donc un apiculteur qui a moins de 50 colonies a le droit à une visite d'investigation par an. Un apiculteur qui a entre 50 et 200 colonies peut justifier de 2 visites d'investigation.
Et au-delà, ça peut être jusqu'à 3 visites d'investigation qui est pris en charge par l'État, du coup, dans le dispositif de l'OMAA. OK. Il y a une question qui porte sur l'assurance. Donc, l'assurance des TSA. Avons-nous, depuis la réunion du 4 mai, des infos concernant l'assurance des TSA? J'ai toujours pas d'infos là-dessus, donc je me suis rapprochée de mon confrère Christophe Roy qui intervient donc en aura pour savoir comment lui gérer cette partie-là. Et il m'a clairement dit que c'était le TSA qui s'assurait, qu'il laissait le TSA s'assurer de son côté. Donc, après, voilà, à voir comment vous pouvez faire. Mais c'est vrai qu'un vétérinaire, lui, est assuré quand il intervient aussi lors d'une visite, quoi. Et après, je suis en train de me renseigner, moi, auprès de mon assurance, donc responsabilité, voir si en intervenant en binôme, donc comment ça nous impacte, à quelle hauteur, etc. Donc, je n'ai pas encore la réponse. Alors, un témoignage et donc Jean-Marie Puel. Donc, pour avoir effectué des visites en Rhône-Alpes en tant que TSA, cela se passe bien. Le seul bémol est la longueur du compte-rendu à effectuer après la visite. Cela prend du temps. Alors, je pense que ça dépend aussi s'il y a des analyses qui sont faites. Après, à charge aux vétérinaires et investigateurs ou à TSA de faire un compte-rendu assez rapide. Mais après, les délais avec les résultats d'analyse peuvent être effectivement longs. C'est ce qui est souvent repris, en fait. Et c'est pour ça, des fois, qu'on a des résultats qui sont donnés un peu plus après. Donc, je pense qu'il faut d'abord faire un compte-rendu assez rapide à l'apiculteur, mais en disant qu'il y aura donc des résultats complémentaires qui seront fournis après, quoi. Mais c'est vrai que souvent, il y a ce délai, en fait, qui peut être assez important, donc à cause des analyses qui peuvent être demandées. Et notamment, si aussi on a des analyses toxicaux, ça peut être assez long. Il y a une question de Virginie Subias. Donc, quels sont les critères qui répondent au dispositif de l'OMA afin de bénéficier d'une visite prise en charge par l'État? Aucun. Pas vraiment de critères. Les critères, par contre, ils vont être plutôt sur les droits aux analyses, en fait. Voilà, au niveau éligibilité. Après, donc, pour bénéficier de l'OMA, d'une déclaration et d'une visite, logiquement, il faut être un apiculteur déclaré. Mais comme je vous l'ai dit, on peut faire la déclaration aussi. Si jamais vous n'êtes pas déclaré, on peut faire la déclaration en ligne. En fait, ça permet aussi d'inciter les apiculteurs à se déclarer. Voilà. Après, par contre, il y a effectivement certaines éligibilités pour tout ce qui est analyse, en fait. Virginie, si ça a répondu à ta question ou pas. Moi, j'avais une question concernant l'accès de l'apiculteur, donc il fait une déclaration, aux données, notamment aux données d'analyse toxico. Comment ça se passe? Est-ce que l'apiculteur peut avoir en main toutes les données relatives à la visite et aux analyses? Ces analyses, oui, forcément, puisque les analyses, elles seront envoyées aux deux, en fait, hein. L'apiculteur est concerné pleinement. Donc, nous, quand on fait des analyses pour un bovin, l'analyse, il est rendu aussi bien à l'éleveur qu'au demandeur de l'analyse, en fait, qui est donc le prescripteur, souvent, enfin le vétérinaire ou le TSA, quoi. Donc, c'est logique
qu'il ait l'information. Et normalement, c'est envoyé aux deux, quoi, hein, aussi bien à l'apiculteur qu'aux demandeurs de D'accord, et y compris des analyses toxico. Ah oui. Ah oui, D'accord. oui. Après, voilà, le truc, c'est d'aller après analyser ces analyses toxico qui ne sont pas forcément évidentes à, comment dire, à analyser. Même nous, des fois, c'est assez complexe, hein, parce que des fois, notamment dans cette histoire de cire, il était apparu qu'il y avait pas mal de toxiques, en fait, hein, mais à des valeurs qui étaient bien en delà des seuils de DL50 pour les abeilles, en fait. Donc, comment est-ce qu'on analyse ça? Mais ça, c'est des DL50 pour les abeilles, en fait. Des doses létales pour les abeilles. Et on n'a pas, en fait, les DL50 pour les larves. Donc, en fait, en analyse, c'est assez complexe, quoi. Et après, souvent, même le vétérinaire est amené à faire appel à des confrères qui sont beaucoup plus spécialisés dans ces domaines-là, parce que le domaine toxicologique est assez spécial, hein, parce qu'on peut aussi avoir des seuils qui sont en dessous, par exemple, d'une valeur de DL50, mais par contre, on a plusieurs toxiques, et puis on peut avoir un effet cocktail, en fait, de ces toxiques. Et donc, on va se rapprocher des structures qui sont compétentes pour répondre à ces problématiques, en fait. Voilà. Même le vétérinaire ne pourra pas forcément répondre de but en blanc comme ça à un résultat d'analyse sans se rapprocher de confrères qui sont vraiment spécialistes de ces problématiques et qui ont déjà ces notions d'effet cocktail, un fongicide avec un acaricide, etc. Ce n'est pas forcément évident dans un premier temps, quoi. Donc voilà, après, les analyses sont une chose, mais après, il faut quand même interpréter les résultats d'analyse parce que ce n'est pas toujours évident. Et sur l'abeille, c'est pareil. On peut avoir des résultats d'analyse virose positive, mais bon, si on ne sait pas interpréter le nombre, enfin, on a quand même des échelles parce que sinon, on pourrait trouver des viroses partout. En fait, toutes les abeilles sont porteuses, en fait, quasiment. Voilà, donc il faut vraiment avoir quelqu'un qui interprète ce résultat. Et, quelles sont les autres régions où vont se déployer le dispositif OMA? Il y en a plusieurs qui démarrent Ouais. cette année. Donc, Île-de-France, Hauts-de-France, PACA Centre Val et de Loire. pardon? Centre Val de Loire. Et alors, c'est encore dans Ce ne les… sera pas 2023. Voilà, ce sera peut-être que 2024, Centre Val de Loire. D'accord. Mais à PACA, ils ont eu les formations, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore ouvert, hein. Donc, ça veut dire trois régions en plus, 4 avec Occitanie, du coup. Et ouais, tout à fait. Ok. Oui, ça peut être Parce que ça, par rapport à la question, le cas d'une apicultrice du Lot qui avait des ruchers en Dordogne, du coup. Donc là, en Dordogne, c'est… Attends, c'est parce que moi, je suis nulle en géographie. Nouvelle-Aquitaine. Non, la Nouvelle-Aquitaine n'est pas dedans. Donc, ce serait pas… Ouais, voilà. Ça serait la DBPP qui prendra en charge l'ancien dispositif, en fait, qui prendrait en charge le… Et oui, ah oui, par rapport à la localisation de son rucher, ouais, je comprends. Voilà. Par contre, si effectivement, il y en a qui sont sur 2 régions, mais les 2 régions sont dans l'OMAA, logiquement, il appelle… Ah, je ne sais plus ça. Je ne sais plus s'il appelle l'OMAA pour son numéro NAPI. Il faut que je regarde pour cette question-là, en fait. Je ne sais pas si Sophie Jean-Baptiste, je ne sais pas. Tu es par là? Elle est au téléphone. Ah. Ah, voilà, je ne sais pas si elle avait la réponse. Comment… Ah oui, on voit qu'elle est… D'accord. Non, Quelle est la question? Excuse-moi. Oui, est-ce que tu te souviens si il y a un apiculteur qui a des… voilà, est-ce que c'est par rapport au rucher ou par rapport à la structure apicole? Parce que, par exemple, une apicultrice, sa structure apicole est en région Occitanie, mais elle a ses ruches en Nouvelle-Aquitaine, où il n'y a pas l'OMAA. Est-ce qu'elle peut faire appel à l'OMAA? Est-ce que ça dépend? Je ne sais plus si ça dépend de la structure, du numéro NAPI ou
de la localisation du rucher. Je sais que pour la déclaration, il faut mettre le point GPS du rucher, mais je ne me souviens plus. Le problème, c'est qu'a priori, c'est plus sur la localisation du rucher parce que la structuration est là, est dans la région. Le problème, c'est qu'effectivement, en Nouvelle-Aquitaine, pour l'instant, ils n'ont pas mis en place. Et donc, il n'y aura pas le vétérinaire, enfin, l'agencement ni les financements qui vont avec. Même s'il est super limitrophe et qu'on envoie un vétérinaire de l'OMA Occitanie. Après, je pense que ça peut se négocier. Voilà, non, je mais pense le problème, c'est qu'effectivement, après, il faut être garanti parce que les financements France Agrimaire sont très contraints, hein, et très surveillés. Donc, il faut aller bien relire ce qui a été validé dans le projet pour être sûr que ça puisse être pris en charge, quoi. Cette question-là, c'est vrai que je ne sais plus. Et malheureuse, enfin bon, faut voir, hein, ça dépend comment c'est rédigé, peut-être que ça laisse une petite souplesse, mais en théorie, c'est vraiment sur la région qui a répondu à l'appel à candidature, enfin au projet, à l'appel à projet, et qui a été accepté. Oui. Parmi les autres questions, donc il y a quelqu'un qui pose une question. Est-on certain d'avoir quelqu'un plus rapidement en passant par vous et certain d'avoir quelqu'un de disponible? Eh bien, je dirais que le fait qu'ils aient fait, que la DGAL ait fait appel justement au GTV, c'est que les vétérinaires sont déjà dans leur structure en fait, en permanence. En fait. Nous, les problématiques de garde, on les a déjà en fait. Donc, on peut intervenir rapidement parce on travaille le samedi, le dimanche. Enfin, voilà, il y a quand même des impératifs qu'on a déjà au sein de nos structures vétérinaires, en fait. Et donc, je ne sais plus le délai qu'il y a dans les autres régions entre la déclaration et l'investigation, mais je crois que c'est de l'ordre en moyenne de 3 jours, quoi. Donc, ce qui reste quand même assez court, hein. De toute façon, le but, il est là aussi, hein, c'est d'intervenir rapidement, quoi. Autre question, quelles sont les suspicions de maladies éligibles aux analyses prises en charge par l'État? Quelles sont les suspicions de maladies éligibles aux analyses prises en charge par l'État? Et toutes les suspicions de maladie sont éligibles, en fait. Le problème, il n'est pas forcément là au niveau de l'éligibilité. Voilà. Au niveau de l'éligibilité, effectivement, si un apiculteur fait des produits hors AMM au niveau de sa gestion du varroa, eh ben, il ne va pas forcément être éligible aux analyses. Voilà. En gros, c'est un critère d'éligibilité. Mais après, toutes les analyses sont éligibles, y compris pathologiques que toxicologiques. Ok. Après, effectivement, si par exemple, il y a vraiment un cas d'intérêt et que l'apiculteur n'est a priori pas éligible, à nous de voir plus haut, en fait, si potentiellement on peut faire des analyses. Et souvent, ça répond positivement dans certains cas d'intérêt, en fait. Notamment, voilà, pour des cas d'intérêt, des cas sur les cires, des cas voilà, qui paraissent vraiment hors pathologie, par exemple, ça peut être très intéressant d'aller faire des analyses toxicologiques, etc. Ok. Il y a une autre remarque. Donc, avec plus de 300 déclarations annuelles en moyenne sur les zones test, cela représente presque une par jour. Notre région ayant plus d'apiculteurs et de colonies, le dispositif mis en place en Occitanie est-il dimensionné en conséquence pour répondre aux sollicitations? Alors, c'est vrai que je n'ai pas mis cette diapositive au niveau des estimations du nombre de… Je peux partager si vous voulez. Alors, attendez. Mince.
Attends. Au niveau des estimations en fait, qu'on a fait… Attends. Il faut que fichier ouvrir récent. Alors, je vais vous partager ça, du coup. Et là-dessus, vous avez les estimations et en fonction également des autres régions. Partager. Alors, hop, diaporama. Je vous retrouve juste la diapo qui correspond. Voilà, ça doit être celle d'avant. Voilà. Donc, non, ça, c'est bon. Ça, c'est déjà pour… Ça, c'est Bretagne, par exemple, le nombre de vétérinaires répartiteurs et le nombre d'investigateurs et le nombre de TSA. En Pays de Loire, on est 6, 6 et 2. Et en Aura, donc 13 vétérinaires répartiteurs. Donc, on va se rapprocher plutôt de la région Aura en nombre de départements et en nombre de colonies qui sont à peu près kiff-kiff. Aura, ils ont 300 000 colonies aussi. Donc 13 départements. Donc Aura, 13, ils ont 12 départements Aura, je crois. Donc 13 vétérinaires répartiteurs. Nous, on est également à 13. En nombre de vétérinaires investigateurs, ils sont un petit peu plus, 32. Nous, on était au nombre de 26. Et au nombre de TSA, donc nous, on est un petit peu plus. Donc ça paraît plutôt cohérent. Et puis ensuite, en nombre de déclarations, donc c'est pareil, je me suis basée sur Aura. Donc Aura, 12 départements, nous on est 13. En nombre de colonies, on est quasiment identique. En nombre d'apiculteurs, par contre, c'est là qu'il y a une grosse différence. C'est qu'en région Aura, en fait, ils ont beaucoup plus d'apiculteurs qu'en région Occitanie. En région Occitanie, 7400 apiculteurs simplement, alors qu'en région Aura, ils ont 13 000 apiculteurs. Et en nombre d'apipros, donc nous, on a beaucoup plus d'apiculteurs professionnels, comme je vous l'avais dit, et qui détenaient énormément de colonies. C'est pour ça, en fait, qu'on a au global un nombre d'apiculteurs qui n'est pas énorme, en fait. En Aura, ils n'ont que 300 apiculteurs professionnels. Et donc, en 2021, le nombre de déclarations en Aura était de 312. Donc, en comparant un petit peu les chiffres, on a essayé d'estimer. C'est vrai que c'est jamais évident, c'est que des estimations. Et donc, c'est ça qui a permis de faire notre projet et de budgétiser un petit peu l'OMA en Occitanie. On est parti donc sur 250 déclarations. Et en nombre d'investigations, on considère à peu près 50%, donc ça faisait 125 investigations. Sachant que ça, c'est sur une année complète et que nous, on démarre là fin mai, mi-mai. Donc, effectivement, ce nombre va être largement diminué, en tout cas pour cette année. Ça va nous permettre aussi de bien mettre en place le dispositif et de voir comment on peut aussi l'améliorer si jamais on se rend compte qu'il y a des choses qui ne conviennent pas. Donc, après, si 300 déclarations ou 250 déclarations, ça ne fait pas non plus énorme par rapport au nombre de répartiteurs, en fait. Si on prend 250 divisé par 13 répartiteurs, et puis ensuite par le nombre et puis ensuite 125 investigations par rapport au nombre de vétos et de TSA, ça ne paraît pas non plus insurmontable. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Après, je pense qu'on est un peu en phase d'essai et que de toute façon, ça sera réajusté au fur et à mesure du temps, si c'est voué à continuer, pour être au mieux ajusté aux demandes, quoi. Tout à fait. En fait, ce système est mis en place pour prévenir toutes les crises graves, comme ce qui s'est passé en 2018, etc. Et en espérant qu'on n'ait pas une arrivée d'une crise très grave avec le petit coléoptère. Donc, pour l'instant, c'est une mise en place et on va voir ce que ça va donner. Mais après, le petit coléoptère, c'est une DS1. Donc, ça ne fait plus partie des visites d'investigation OMA. Là, on est bien dans les autres troubles. Les visites d'investigation. C'est les 3 catégories, on est bien d'accord. Non, là, tout ça, c'est autres troubles. Oui, mais OMA, c'est pour les 3. Non, enfin, le dispositif
visite d'investigation, c'est que autre trouble. Visite d'investigation, D'accord, autre mais trouble. le système OMA, c'est pour voir les DS1, les mortalités massives et effectivement, 80%, les autres troubles. Mais il faut qu'on soit prêt pour les trois. Et c'est pour ça que OMA a été mis en place. C'est pour Non, enfin, gérer les crises. tout ce qui est visite DS1, ça reste de la charge de l'État. On est bien d'accord. Donc, c'est plus après, ça sort du dispositif de l'OMA, en fait. Les déclarations sont, les Voilà. trois déclarations sont dans le cadre de l'OMA. Après, les suites, effectivement, sont réparties sur les trois dispositifs. Ok. Il y a une question donc, de Virginie Subias. Le TSA qui est appelé par le vétérinaire pour faire une visite dans le dispositif de l'OMA effectue seul ou avec le vétérinaire? Point d'interrogation. Le TSA est-il rémunéré? Comment en pratique et de combien? Ces questions, logiquement, on y a déjà répondu. Et puis, c'est dans les conventions, donc ça, vous pourrez les retrouver aussi. Donc, logiquement, on intervient en binôme vétérinaire TSA. Voilà. Il a été convenu, effectivement, dans certains endroits où on avait un maillage vétérinaire qui était limite. Donc, il a été convenu, et c'était noté dans notre projet de l'OMA, que le technicien sanitaire apicole pouvait intervenir seul sur le rucher, mais sous convention quand même d'un vétérinaire investigateur à qui il fait donc un compte-rendu de ce qu'il a vu. Et si jamais voilà, il a un souci pour gérer le cas, eh bien, on trouvera un investigateur un petit peu plus loin pour venir l'aider. Mais effectivement, il peut, dans certains cas, intervenir seul. L'idéal, c'est en binôme avec un vétérinaire. Voilà. Et ça sera le TSA seul, ce sera principalement dans les endroits où le maillage est un peu court, je pense. Et dans ce cas, les prélèvements réalisés par le TSA seul auront la même valeur que si le veto... Oui. Après, il faut qu'il se mette bien en relation avec le vétérinaire investigateur. De toute façon, c'est le vétérinaire investigateur qui va contacter le TSA pour lui donner le rôle d'aller faire cette visite d'investigation et d'aller faire, le cas échéant, les prélèvements. Il y a une question de Gisèle Ono. Connaît-on le pourcentage de déclarations réalisées par les professionnels? Eh bien, oui, je crois que je l'avais mis. C'était de l'ordre de 6,5 ou 7%, il me semble. C'est effectivement peu nombreux, mais en considérant aussi qu'ils avaient droit jusqu'à présent qu'à une visite, alors que là, ça a changé. Là, ils auront droit à jusqu'à 3 visites. Et c'est la même chose dans les premières régions pilotes. Du coup, ça a augmenté aussi en Oui. aura. Oui, tout à fait. Alors que voilà, mais ça a augmenté que cette année. Hein. Ce n'était pas le cas avant, quoi. Alors peut-être que ça peut du coup peut-être inciter un peu plus les apiculteurs professionnels à déclarer, effectivement. Parce que du coup, il y a plus un suivi. Effectivement, sur une visite, c'est pas forcément évident, quoi. Quand on a, je ne sais pas combien de ruches, voilà, c'est intéressant de pouvoir avoir accès à plusieurs visites, il me semble. Ok. Je crois qu'on arrive au bout des questions. Moi, j'avais une question pour rassurer les apiculteurs déclarants concernant la protection des données et notamment s'ils déclarent tel ou tel événement. Qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport à ça? Alors, normalement, il y a une protection. On n'a pas le droit de divulguer de toute façon d'informations nominatives. Ça, c'est bien, c'est très, très cadré. Hein. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là, quoi. Et après, pareil, hein, en plus, c'est très, très officiel, etc. Donc, c'est très, très cadré. Hein. Ça, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus, quoi. Et pareil, on n'est pas là, quand on vient faire une visite d'investigation, on n'est pas du tout là, on fait pas de la police, quoi. Hein. Je veux dire, on est là pour trouver la problématique, hein, même si on n'est pas forcément, l'apiculteur n'est pas forcément dans les clous au niveau de
ces pratiques, notamment médicaments, il n'y aura pas du tout d'impact, hein. Donc, il faut bien en avoir conscience, quoi. Il ne faut pas que ça freine pour faire des déclarations, quoi. Ça va juste jouer sur l'éligibilité à certaines analyses. Voilà. Sauf si c'est un cas d'intérêt. Donc, voilà, soyons clairs, il ne faut pas se freiner parce qu'on sait que… voilà, Justement, il y a une question qui va dans ce sens. Pour justifier de la réalisation des traitements avec AMM, afin de bénéficier des analyses, j'imagine que la facture devrait être nécessaire. non. Après, c'est de la confiance, quoi, et puis essayer d'instaurer quelque chose de confiance. Nous, on ne fait pas là pour faire de la police, donc ce n'est pas du tout l'objet du dispositif, hein. L'objet du dispositif, c'est vraiment de recueillir des données par rapport aux problématiques en fait, qui peut se passer dans les ruchers. Effectivement, si c'est fait à la Walgain, bon, forcément, l'éligibilité aux frais d'analyse peut être compliquée parce que voilà, c'est quand même l'État qui finance tout ça. Donc, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est compliqué, quoi. Mais si vraiment on est dans une problématique avec un cas d'intérêt vraiment intéressant, et même si on est un peu en dehors des clous, bon, je pense que ça peut passer. Voilà. Par contre, sur des problématiques plus basiques, on va dire, là, ça passera pas, quoi. Il y aura pas on ne pourra pas faire d'analyse. Voilà. Après, c'est à voir au cas par cas. C'est très difficile de répondre comme ça, voilà. Mais effectivement, il y a certaines éligibilités, pardon, voilà, aux analyses. Après, ça n'a rien à voir, par contre, avec la visite d'investigation, qui est de toute façon prise en charge. Il n'y a pas de contrainte éligible là-dessus. C'est simplement sur les analyses. Et il y a une question qui va dans le sens du prix d'une analyse type. Quel est le prix d'une analyse type? Là, de tête, je ne sais pas, mais si on veut faire… parce que souvent, on est amené à faire aussi diverses matrices. Donc, on évite sur un truc toxico à 400 € par matrice, si on veut vraiment faire un truc bien. Donc, on évite voilà, à 700, 800 €. Voilà. Après, on n'a pas eu de fiche là-dessus sur est-ce qu'on a un montant maximum, etc. Donc après, à chaque vétérinaire de justifier forcément par rapport à son diagnostic et à ce qu'il veut faire comme diagnostic, enfin à ce qu'il suppose en fait de cibler l'analyse la plus cohérente en fait. On ne va pas partir sur 36 000 analyses non plus, ce n'est pas le but, quoi, parce que sinon ça coûterait beaucoup trop cher. Donc c'est bien là aussi le rôle en fait du vétérinaire, mais comme quand on a un chien qu'on fait une prise de sang, on ne va pas faire 10 000 analyses, sinon c'est pareil pour le client, ça va lui coûter beaucoup trop cher. Donc on va faire par étapes, quitte à garder des matrices apicoles pour faire des analyses complémentaires aux besoins. Ok. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions des uns et des autres? Je voulais juste, moi, réagir par rapport aux échanges sur le chat. On est bien sur un numéro, on va dire, entre guillemets, d'urgence pour déclarer ces mortalités ou ces constats d'affaiblissement. On n'est pas dans le cadre de visite. On ne va pas appeler ce numéro pour avoir une visite type visite de PSE, hein. Donc, si vous êtes en demande de visite sur votre rucher pour une raison ou une autre, il faut contacter votre GDSA. Et dans le cadre du PSE, vous avez le droit à une visite tous les 5 ans. Donc, voilà, il ne faut pas confondre avec ce dispositif qui est vraiment un dispositif de déclaration d'événements anormaux, quoi.
D'ailleurs, je reviens là-dessus, Irène, et effectivement, hein, si par exemple, on s'aperçoit très rapidement que c'est une problématique varroa, le vétérinaire va proposer clairement à l'apiculteur de rejoindre son GDS et puis d'appeler son GDS pour bénéficier effectivement d'une visite PSE. C'est plus logique, quoi, hein. Je veux dire, on va l'orienter dans ce but-là, d'avoir du conseil auprès de son GDS, hein. Ok. Et je vois qu'il y a une dernière question là. Si le temps de visite plus le déplacement du TSA dépasse les 2 heures, le TSA peut-il facturer le temps réel passé? Non, même le vétérinaire, c'est 2 heures. Voilà. Mais même nous, on ne peut pas, en tant que vétérinaire investigateur, on ne peut pas facturer 3 heures si on est présent 2 heures. Voilà. C'est en 2 heures. Après, il faut être, si on est là qu'1 heure, on facture qu'1 heure par contre. Voilà. Mais si on est là, 2 heures, il faut facturer 2 heures, mais on ne peut pas aller au-delà des 2 heures. Voilà. Après, donc à chacun de s'organiser pour que la visite, elle dure pas une éternité, quoi. Mais bon, ça se fait, pareil, quand on est habitué à travailler entre un vétérinaire et un TSA, je pense qu'il y a des automatismes, qui se créent et puis, on a, au début, peut-être c'est un petit peu plus dur à se mettre en place, mais une fois qu'on est habitué à travailler ensemble, je pense qu'il y a des automatismes. On sait ce que chacun, doit faire et on oriente notre visite de façon à ce qu'elle ne dure que 2 heures. Ok. Pour finir et clôturer, je voudrais demander à partir de quand ce numéro est réellement fonctionnel? 17. Le 17 dès 9 heures du matin. Voilà, tout à fait. C'est, le docteur Benjamin Gonella qui est en Lozère, à Mende, qui ouvre la danse, voilà, et qui sera donc à même de répondre, à vos déclarations. Et d'ailleurs, c'est Benjamin donc, qui est de permanence. Et ces permanences, elles roulent tous les combien? C'est quoi? Tous les mois? Tous les... Oh non, non, on fait pas, non, c'est tous les jours. Non, je veux dire, là, c'est Benjamin. Il va répondre pendant combien de temps? 24 heures. Et après, ça passe à quelqu'un d'autre. Oui, tout à Ah, fait. d'accord, ok. Ah, d'accord. Ouais, ouais, tout à fait. En fait, moi, j'ai fait un planning, des répartiteurs en fonction des disponibilités de chacun et donc le soir, en fait, quand Benjamin a fini en gros, pour vous expliquer comment ça marche, quand Benjamin a fini, sa garde de répartiteur, en fait, de lui-même, il va aller sur, la plateforme. En fait, c'est une plateforme, standard facile où il va, changer le numéro de téléphone du répartiteur, enfin, le numéro de téléphone sur lequel, l'apiculteur, quand il va appeler, il va tomber sur le numéro de téléphone du répartiteur de garde. Donc, voilà, le répartiteur de garde, du coup, qui était de garde, par exemple, le lundi à 9h30 du soir, sur standard facile, il change le numéro, il le passe à son collègue, voilà, il lui envoie un petit message: «J'ai changé, c'est toi qui es responsable maintenant» et ainsi de suite, et voilà. Et donc, c'est tous les jours que ça va changer. Et en gros, avec le nombre de répartiteurs qu'on est, ça fait, 3, en fait, ça fait 3 jours par mois, ce qui est pas non plus, énorme, en fait, hein. Mais par contre, c'est D'accord. vrai qu'on est, en fait, on n'a pas d'astreinte, là-dessus. C'est-à-dire que nous, on est obligé d'avoir notre téléphone pour répondre aux appels, quoi, mais on n'a pas d'indemnisation d'astreinte. Mais en même temps, on est déjà d'astreinte par nos propres cabinets. Voilà, donc c'est pour ça aussi que, voilà, que ça nous impacte, au niveau astreinte, ça nous impacte pas plus que ça, quoi. Ok. Bien, bien. Il n'y a pas d'autres réactions, d'autres questions? Bon, ben écoute, merci Karine en tout cas pour cet exposé très clair et voilà, au 17,
on commencera à voir comment cela fonctionne. Voilà. Au niveau du GTV, donc on a enregistré là, cette visio. On va l'envoyer au GDS et à l'ADA qui vous transmettront le lien. C'est sur notre chaîne YouTube au niveau du GTV Occitanie où on met tous les visios des sanitaires apicoles. N'hésitez pas aussi à la diffuser à d'autres personnes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui mais qui seraient intéressées par ce dispositif. Sophie. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.